L'essentiel de l'information sur LCI à 12h30 avant de commenter cette actualité très riche, notamment en politique. Évidemment, c'est l'image que l'on attend désormais au lendemain de la surprise créée par l'alliance proposée par François Bayrou à Emmanuel Macron et acceptée une poignée de main entre les deux hommes qui scellera officiellement leur rapprochement. François Bayrou assure qu'il n'est candidat à aucun poste dans un éventuel gouvernement Macron. Pas de rassemblement en vue à gauche de la gauche en déplacement dans le Pas-de-Calais. Benoît Hamon a été chahuté par des militants pro-Mélenchon qui demandent au vainqueur de la primaire de se désister. Le candidat socialiste s'est également exprimé sur le rapprochement Bayrou-Macron. Maintenant, le centre droit a son candidat, c'est clair. Voilà. C'est une bonne nouvelle ? Oui. C'est ni une bonne ni une mauvaise. Pour moi, ça ne change rien. Je ne vais pas commencer à changer de campagne en fonction des épisodes de campagne des autres. Voilà. Cette union au centre entre Bayrou et Macron rebat peut-être les cartes de la présidentielle. À droite, le camp Fillon affiche sa sérénité et ironise sur le ralliement du président du MoDem qui avait soutenu François Hollande en 2012. Cette manifestation à l'appel de lycéens place de la Nation pour dénoncer l'affaire Théo. Un peu plus tôt, ils avaient bloqué une dizaine de lycées parisiens. Parmi eux, le lycée Bergson. Les CRS ont dû intervenir pour permettre aux pompiers d'éteindre le feu allumé devant l'établissement. Et pour commenter l'actualité de ce jeudi midi, Caroline Dehaas et Charles Becbédé, bonjour à vous deux. Une actualité toujours dominée par le ralliement de François Bayrou à Emmanuel Macron. A priori, on dit bien a priori, les deux hommes devraient se rencontrer cet après-midi. On va tout de suite retrouver devant le QG d'Emmanuel Macron, Alison Tassin. Alison, a-t-on des détails sur la forme que devrait prendre cette rencontre ? On a d'ores et déjà la confirmation depuis quelques minutes que ce sera bien une rencontre cet après-midi. C'est déjà pas mal. Quant au lieu et à l'heure, eh bien là encore, ça reste flou, notamment parce que les équipes sont à la recherche d'un endroit neutre. Ce que l'on sait donc, c'est que ça ne se fera pas à ce QG, ce qui est une information en soi. Mais ça a été très long ce matin. Il y a eu beaucoup de discussions entre les équipes et puis il y avait ces agendas aussi à faire correspondre. Et donc, eh bien du coup, ça a pris un petit peu de temps, mais il y aura bel et bien cette photo. Et là aussi, on s'interrogeait de savoir si la presse serait convoquée pour justement cette image. Eh bien, on nous confirme que donc les journalistes seront bien informés en temps et en heure de ce lieu et de cette heure de rendez-vous. Merci Alison et à Julie Regard qui vous accompagne. Est-ce que l'on assiste, d'après vous, à un bouleversement de la vie politique, comme on peut le lire ce matin, non, ça n'a pas l'air d'être votre avis, ou à un petit arrangement entre amis et ex-ennemis d'ailleurs ? Moi, je dirais plutôt que c'est la deuxième solution. Il n'y a quand même pas de nouvelles fracassantes. Enfin, je veux dire, Bayrou et Macron, ils sont sur la même ligne politique qui, en gros, se résume à ni droite ni gauche. En général, ça veut dire ni gauche ni gauche. Mais bon, c'est cette ligne politique qui tendrait à faire croire qu'en fait, il y a des bonnes idées à prendre un peu partout et qu'on peut créer une sorte de consensus mou avec ces bonnes idées. Moi, je trouve que cette position, elle est dangereuse parce qu'en fait, elle dénature la valeur du débat politique. Il y a des désaccords entre la droite et la gauche sur l'éducation, sur les finances, sur l'égalité entre les femmes et les hommes. Et c'est pas grave, c'est tant mieux qu'il n'y ait pas d'accord. C'est plutôt tant mieux qu'on ait Enfin, en tout cas, moi, je trouve que c'est plutôt tant mieux qu'on puisse débattre, opposer, parfois essayer de trouver des compromis, en effet. Mais en général, opposer des visions de la société, des visions du monde différentes. Et d'ailleurs, avec Emmanuel Macron, ça s'est quand même vu à plusieurs reprises. C'est-à-dire qu'il a dit des choses et son contraire d'un mois sur l'autre. Si ni droite ni gauche, ça veut dire en fait de ne pas avoir de ligne politique et changer d'avis comme de chemise, moi, je ne pense pas qu'on puisse gouverner un pays comme ça. Je ne suis pas d'accord. C'est un mouvement de gauche. C'est une tentative désespérée d'ailleurs pour la gauche progressiste de se maintenir au pouvoir après l'échec du quinquennat de Hollande. Alors d'accord, ils sont plus capitalistes que Hamon et Mélenchon, qui est une gauche et progressiste et anticapitaliste, dont l'anticapitalisme d'ailleurs est supérieur à son progressisme. Mais là, c'est quand même la gauche. Et donc Bayrou trahit une fois de plus ses électeurs, puisqu'il vient quand même de la droite, du centre-droit. Et c'est pathétique, c'est pitoyable. Pour je ne sais quoi, pour un plat de lentilles, peut-être sans doute un poste de ministre, dans l'hypothèse hautement improbable où Macron l'emporterait. Donc c'est une fin de carrière politique triste. C'est humiliant, je trouve. Moi, je ne suis pas très proche du tout de François Bayrou, mais je suis toujours un peu gênée quand on commente des accords politiques uniquement sous l'angle des affaires et des petites combines. Il y a peut-être de ça, j'en sais rien, j'étais pas dans leur discussion entre eux. Il y a peut-être aussi
laissons aussi parfois peut-être le doute. Il y a peut-être aussi juste la volonté pour François Bayrou de ne pas rajouter une candidature dans la décomposition actuelle de la vie politique française. Peut-être qu'il y a ça. Peut-être qu'il avait envie d'y aller et qu'il s'est dit c'est pas sérieux de rajouter une candidature. Et ça, je trouve ça plutôt juste en fait sur le fond. Après, je suis pas d'accord avec ses idées, mais en termes de démarche, c'est exactement, on en parlera peut-être comme De Rugy. Moi, je suis en radical désaccord avec ce que fait De Rugy. Je pense que quand on se présente à une primaire et qu'on signe qu'on va soutenir le candidat, il faut s'y tenir. C'est clair. Mais au bout d'un moment, moi, je préfère aussi des responsables politiques qui disent moi, je tiens. Il a soutenu Emmanuel Macron à la primaire et il soutient Macron. Ce voilà. qui fait bondir Jean-Christophe Cambadélis. Il avait quand même pris un engagement devant des millions de téléspectateurs qui respecteraient le. Et je suis d'accord. Je pense que ça donne une image de la politique qui est désastreuse. Moi, c'est d'ailleurs pour ça que je n'avais pas participé à cette primaire de la gauche, parce que je savais que je ne serais pas en capacité de soutenir Manuel Valls s'il gagnait. Et donc j'avais dit je ne joue pas le jeu parce que justement je ne suis pas capable de m'engager. De Rugy a fait le choix inverse. Il s'est engagé puis il s'est trahi. Bon. Et en même temps, moi je préfère des gens qui sont conformes à leurs convictions. De Rugy n'a rien à voir avec Benoît Hamon ni avec la gauche et ce qu'il représente. C'est plutôt quelqu'un de centre droit. Il s'allie avec la personne de centre droit, c'est logique. On va tout de même rappeler que François Bayrou et Emmanuel Macron n'ont pas toujours été sur la même longueur d'onde. Extrait. Derrière cet hologramme, il y a une tentative de très grands intérêts financiers et autres qui ne se contentent plus d'avoir le pouvoir économique, ils veulent avoir le pouvoir politique. Il n'y aura aucun accord d'appareil avec quelque parti que ce soit. Je ne négocierai aucune circonscription contre un ralliement. Bon, on l'a compris, François Bayrou, en évoquant Emmanuel Macron, parlait des puissances d'argent, tout simplement, et Emmanuel Macron lui disait, en janvier dernier, moi, j'y vais tout seul. Est-ce que tout cela, c'est lisible pour l'opinion publique ? Macron dit tout et son contraire. On l'a vu récemment aussi sur l'affaire de ses propos sur la colonisation en Algérie. Et quant à Bayrou, là, il n'a aucun honneur, parce qu'en septembre, il dit Macron incarne les forces de l'argent. Il avait même dit que Emmanuel Macron avait un programme qui était très proche de celui de Nicolas Sarkozy en 2007. Nicolas Sarkozy, qui n'était pas vraiment un ami de François Bayrou, puisqu'il l'avait étrillé pendant la campagne. Il avait voté blanc, il l'a avoué en 2007, et puis qu'il avait appelé à le battre en 2012. Donc franchement, c'est lamentable. Alors, je vais me retrouver encore à devoir défendre. C'est assez bizarre de me retrouver à défendre François Bayrou et Emmanuel Macron. Non, mais là encore, d'abord, vous écoutez Emmanuel Macron. À l'heure actuelle, je ne sais pas si c'est ce qui va se passer, mais à l'heure actuelle, on n'a pas parlé d'accord d'appareil ou d'accord sur des circonscriptions. On a juste parlé d'un ralliement de François Bayrou, même pas de son parti politique, un ralliement individuel. C'est peut-être à venir, c'est peut-être venir, mais en tout cas, pour l'instant, Emmanuel Macron ne s'est pas dédié. Sur ce point-là, il y a plein d'autres trucs sur lesquels il raconte tout et son contraire, mais sur ce point-là, il ne s'est pas dédié. Puis l'autre élément, c'est que François Bayrou, moi, pareil, encore une fois, je pense que c'est quand même quelqu'un de sincère et que je ne suis pas sûre qu'il ait changé d'avis sur Emmanuel Macron. Il a juste fait un choix stratégique. Moi, par exemple, je ne sais pas encore pour qui je vais voter à l'élection présidentielle. Je ne sais pas si ça sera Yannick Jadot, Benoît Hamon ou Jean-Luc Mélenchon ou encore Charlotte Marchandise, candidate citoyenne si elle a ses signatures. Je ne sais pas pour qui je vais voter. J'ai des désaccords avec les quatre. Il y a bien un moment, je vais mettre un bulletin de vote dans l'urne. Ça ne change pas le fait que j'ai des désaccords avec ces quatre. Mais simplement, je fais un choix stratégique de qu'est-ce qui me semble le plus efficace pour mon pays. Et je pense que François Bayrou, c'est pareil. Il peut à la fois penser que Emmanuel Macron a un problème dans son rapport avec les forces de l'argent et penser, c'est son droit, je ne suis pas d'accord avec lui, que Emmanuel Macron est la meilleure chance pour le pays. À mon avis, c'est plutôt là qu'il fait une erreur d'ailleurs. Bon, on va voir comment on réagit dans le camp de François Fillon à présent, même si on a commencé à en parler il y a quelques instants avec Charles Becbédé. On va retrouver Julien Arnaud au QG, devant le QG de François Fillon. Julien, a priori, on affiche une image de sérénité depuis ce matin. Oui, pas d'inquiétude dans le camp de François Fillon. C'est la meilleure nouvelle possible, m'a même confié un des proches du candidat. Et quand on évoque ici l'alliance Bayrou-Macron, ce sont des sourires, voire même des petits rires. Il y avait une réunion du comité de campagne ce matin, ici dans le 15e arrondissement de Paris, et on nous assure bien que cette alliance n'a pas du tout été au cœur des discussions. Mais, car il y a un mais, parmi tous les ténors de la droite qui ont défilé ici ce matin, on a retrouvé les mêmes éléments de langage, pêle-mêle. Ça donne François Bayrou est une girouette, François Bayrou est un expert en trahison. Ça, c'est de la vieille tambouille politicienne, ou encore c'est le fils spirituel de François Hollande. Avec cet argument, on peut dire en quelque sorte ultime, Bayrou-Macron, c'est l'alliance contradictoire de deux narcisses. Et c'est un commentaire qui vient tout droit d'un ancien pilier du centre, mais dont la voix compte encore, à savoir Jean-Louis Borloo, qui explique en privé que cette alliance, ça ne tiendra pas, ils vont se détester.
contesté, ajoutant que François Bayrou est un repoussoir pour tous les électeurs de la droite et du centre qui jusqu'alors étaient tentés par Emmanuel Macron. Merci Julien et à Thomas Hortet qui vous accompagne. Bon, on a compris l'angle d'attaque chez les Républicains. En votant Macron, vous voterez pour François Hollande. Ça peut fonctionner ? Enfin, vous n'allez pas me dire non. Oui, c'est le prolongateur. C'est une tentative désespérée d'essayer de poursuivre ce quinquennat de Hollande qui a été un désastre. Non, mais là, chez Fillon, la campagne repart. Le coup d'État judiciaire et médiatique a échoué et il y a une nouvelle dynamique qui s'installe progressivement. On voit bien dans les sondages que François Fillon est au coude à coude avec Macron et même les courbes se sont recroisées en faveur de François Fillon et Macron, il va s'écrouler progressivement quand il fera connaître son programme parce que forcément il va sortir de l'ambiguïté à ses dépens. Normalement, c'est le 2 mars, je crois, le programme d'Emmanuel Macron. Bon, de toute façon, une candidature en moins, ça fait toujours des voix en plus pour les autres. Donc, par définition, moi, je pense qu'en effet, les autres candidats ont plutôt intérêt à qu'il n'y ait pas une dispersion des candidatures. Après, franchement, le problème principal de François Fillon, c'est pas Bayrou, c'est pas Macron, c'est pas Hamon, c'est pas Mélenchon. Le problème principal de François Fillon, c'est qu'il a embauché pendant plusieurs années sa femme sans qu'il y ait une trace matérielle de son travail, à être payé plusieurs milliers d'euros par mois, alors que les Françaises et les Françaises galèrent et qu'on leur demande des efforts supplémentaires. C'est ça son problème principal. Et donc, les ennuis judiciaires ne sont pas terminés, loin de là. Et moi, je pense que la marque que ça va laisser dans l'opinion, dans le rapport des individus aux politiques, est très profonde. C'était raconté encore récemment par un responsable d'institut de sondage qui disait que ce qu'il mesurait de plus en plus, c'était pas tant le fait que les gens soient plus de droite ou plus de gauche, c'est que les citoyennes et les citoyens sont de plus en plus, même plus en colère, se désintéressent de la politique. Et à mon avis, ce qui s'est passé autour de Fillon, ce qui se passe encore autour de Fillon, accroît ça. Et c'est là où il y a un problème. Et là, c'est un problème qui concerne François Fillon en premier chef, mais qui concerne l'ensemble des responsables politiques. Enfin, pitié. Mais quelle hypocrisie de la gauche lorsqu'elle évoque cette affaire. La protection de la famille, des familles de François Mitterrand, des maîtresses de François Hollande. Ça a coûté combien ? Des dizaines de millions d'euros et on n'en parle pas. Bon, et là, il y a une affaire un peu plus sérieuse en ce moment. Il y a quelque chose qui relève de la loi et qui relève pas de la loi. Après, les gens ils utilisent l'argent des fonds publics pour entretenir leur famille. Les Français trancheront. Et vous voulez qu'on parle de Yacine Chaoua, l'assistant parlementaire du sénateur Roger Madec, vous parlez du Parti Socialiste. Moi, j'ai quitté le Parti Socialiste, mis en examen pour apologie du terrorisme et qui, sur sa page Facebook, met des décapitations et des appels au djihad. Et donc, c'est pas bien. Ouais. Est-ce que ça veut dire que Cambadélis l'avait promu secrétaire national au PS, mais on rêve. C'est pas bien. Est-ce que ça veut dire que ce que fait François Fillon est bien ? Non plus. Non, mais il y a deux poids, deux mesures. Allez expliquer que parce qu'il y a des gens horribles qui font des trucs horribles en politique, François Fillon, c'est pas si grave. Pour moi, c'est là pour le coup, il y a de la démagogie. Tout le monde a très bien compris qu'il y a le PNF, le parquet national financier, qui est instrumentalisé par le pouvoir en place pour essayer de faire élire sans doute Macron, et c'est une plaisanterie. Bon, toujours à propos d'Emmanuel Macron, il y a cette charge de Christiane Taubira. Elle est revenue sur les propos de l'ancien ministre qui avait affirmé que les opposants au mariage homosexuel avaient été humiliés. Qui a été humilié ? Les personnes homosexuelles qui ont subi des agressions verbales et physiques. Qui a été humilié ? Les enfants qu'on a traités d'enfants Playmobil. Qui a été humilié ? Elle était où l'humiliation ? Lorsqu'un seul type de famille était validé, lorsque la seule forme légitime de faire famille dans cette société était déclarée, celle avec une maman, un papa, une petite fille, un petit garçon. Combien de milliers, de millions de familles ont été humiliées parce qu'elles ne correspondent pas à ce modèle-là. Bon, on a remonté, Christiane Taubira. Charles Bacbédé, alors on se souvient de votre engagement dans ces manifestations. Est-ce que vous êtes reconnu dans les propos d'Emmanuel Macron, tout d'abord ? Bah oui, je dois dire. Même s'il dit tout et son contraire, il faut se méfier parce qu'après, il va... Oui, 2 jours après, il dit je défendrai jusqu'au bout le lobby d'LGBT. Mais c'est vrai qu'il y a eu des propos humiliants de Taubira et de ses complices du gouvernement Hollande. Rappelons quand même quelques propos tenus à l'époque. Barthelone qui parle de serre-tête et jupe plissée.
La polémique sur le nombre, avec les chiffres ubuesques de la préfecture de police de Paris, puisque il y avait 1 million de manifestants, ça a été reconnu par François Hollande. C'est pas une insulte d'avoir un serre-tête. Par dans contre, le bouquin PD, d'Avé et PD l'homme. comme il y avait sur vos affiches, ça c'est une insulte. Non, mais alors que serre-tête et jupe plissée, c'est pas une insulte. Vous L'usage êtes capable de faire une disproportionné différence quand même entre des forces de l'ordre contre des cortèges qui ont toujours été hyper pacifiques, l'instrumentalisation de soi-disant agressions contre des personnes d'orientation homosexuelle qui n'étaient pas du tout réalisées par ces cortèges. Enfin, il y a eu une série d'humiliations, oui. Donc, ces propos ont fait plaisir, même si finalement, ça n'a aucun impact. Et puis, et les propos de pauvre Macron. Vous répondez ou vous... Non, moi je suis évidemment totalement d'accord avec ce que dit Christiane Taubira, et je pense qu'elle a souligné la gravité en fait des propos d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'il fait le choix d'expliquer qu'un désaccord politique majeur sur ce que doit être notre pays et sur le respect des individus et l'égalité des droits entre les individus, il met ça sur le plan affectif et moral. Donc déjà, je pense que c'est un problème. Et puis, en effet, il fait le choix très clair, politique, de tendre la main à un groupe politique, une organisation politique, en l'occurrence la Manif pour tous, qui a, au cours de ces manifestations, déployé des banderoles, des pancartes homophobes. Donc on peut expliquer peut-être, je ne sais pas dans quel monde, que l'homophobie ne tue pas, que l'homophobie ne crée pas de danger pour les personnes homosexuelles ou les lesbiennes, mais ce n'est pas la réalité. Il y a des insultes homophobes qui ont augmenté à cause de la Manif pour tous. Pendant cette année de manifestation, le nombre d'agressions homophobes dans le pays a augmenté de manière impressionnante. Et donc, quand Emmanuel Macron dit ça, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit ces gens-là sont pas dangereux. Il dit c'est pas grave, on peut discuter avec eux. Et moi, je suis en désaccord avec ça. Je pense que ces personnes-là sont dangereuses pour notre société parce qu'elles accroissent la violence, elles accroissent la xénophobie et l'homophobie, elles accroissent le rejet de l'autre. Et c'est dangereux pour la société. Bon, en tout cas, on se mettra pas d'accord. 3 ans, non, ça, on n'escomptait pas vous mettre d'accord, mais enfin 3 ans après, 3 ans, c'est ça, après les manifestations, on s'aperçoit que le clivage est toujours profond dans la société française et les responsables et ceux qui s'expriment pour cette société française. Un mot de la gauche, on vous a montré les images tout à l'heure, on va les regarder. Benoît Hamon était en visite dans le Nord, Pas-de-Calais, dans le Pas-de-Calais précisément, et il a été chahuté par quelques militants du front de gauche. Bon, ils étaient une poignée, 4 ou 5, un petit peu l'accueil de François Fillon avec des casseroles, sauf que là c'était Benoît Hamon. Je vous propose d'écouter l'échange qui a eu lieu entre les deux. Avec nous. C'est sans l'unité. Eh ben, quand vous allez répondre. Vous croyez que j'ai pas répondu? Je sais pas. Mais alors dites aux Allez. journalistes, quand est-ce que vous avez répondu? Et à votre avis, qu'est-ce que vous avez répondu? Aujourd'hui dans les sondages, il y a un 17 Hamon, 10 Mélenchon. 17 plus 10, ça fait combien? Non, mais c'est pas ça. 27. Allez. Mais c'est pas ça. Non, monsieur Hamon. Bon, effectivement, ce n'est pas une manifestation de masse, on va pas dire, on peut pas nier l'évidence, mais on retient l'addition 17 plus 10. Alors 17, c'est pour Hamon, selon un sondage. Puisque c'est Hamon qui le... C'est plutôt dans le sens que ça devrait se faire, a priori. En tout cas, il y a manifestement là quelque chose qui s'est passé au moment de la primaire du Parti Socialiste où ils ont décidé de dégager Valls, la ligne Valls, El Khomri et compagnie, qui, à mon avis, doit être pris en compte par Mélenchon. C'est-à-dire que les lignes ont bougé, il s'est passé quelque chose à gauche, on peut être d'accord ou pas avec, mais il s'est passé quelque chose à gauche au moment de cette primaire. On peut considérer qu'on va y aller doucement parce que vu ce qui s'est passé depuis 5 ans, on ne va pas signer un chèque en blanc au Parti Socialiste, certes, mais il s'est passé quelque chose. Et d'ailleurs, avec plusieurs organisations associatives, syndicales, politiques, on a lancé un site qui s'appelle vousattendezquoi.fr, qui s'adresse justement aux candidats de gauche à l'élection présidentielle, donc Yannick Jadot, Charlotte Marchandise, Jean-Luc Mélenchon, Benoît Hamon, et qui leur demande de s'unir. Il y a la possibilité entre ces personnes-là de trouver un accord politique sur les points principaux d'un programme. Qu'est-ce qu'ils attendent? Est-ce que c'est un problème d'ego? Est-ce que c'est un problème d'appareil? Parce que l'urgence, en tout cas pour les Françaises et les Français, ça serait plutôt de proposer un candidat unique à la présidentielle. Et moi, je trouve ça intéressant que les partisans de Jean-Luc Mélenchon interpellent Benoît Hamon. Alors, chahuter est un terme un peu fort, c'était plutôt un dialogue. Parce que et Jean-Luc Mélenchon et Benoît Hamon ont une responsabilité importante pour créer ce ralliement. Bon, moi, je suis dans l'autre camp. Je n'ai pas non plus énormément de commentaires sur cette affaire. Ce que je constate quand même, c'est que compte tenu de l'état des sondages, c'est assez ubuesque, mais si cette alliance se faisait, ça mettrait Marine Le Pen à l'Élysée. Donc, je pense que ça doit quand même appeler aussi à une certaine responsabilité.
Bon, pour terminer, on va faire un crochet par la place de la Nation. Vous le savez, quelques lycéens, tout à l'heure, ils étaient quelques centaines, manifestent contre ce qu'ils appellent les violences policières. C'est tout cela en marge de l'affaire Théo. On retrouve sur place Louis Milano-Dupont. Quelle est l'ambiance sur place? Est-ce qu'il y a des débordements? Bien, écoutez, le rassemblement a commencé vers 11h. Il y avait environ 700 lycéens qui se sont mobilisés après avoir bloqué une petite dizaine d'établissements parisiens. Le mot d'ordre avait été donné sur les réseaux sociaux et la manifestation a assez vite dégénéré. Une minorité de personnes a voulu en découdre avec la police. On a entendu à nouveau le slogan « Tout le monde déteste la police ». Il y a eu ensuite des jets de pierre, des jets de projectiles. La vitrine d'une banque a été brisée. Et évidemment, ensuite, les forces de l'ordre ont assez vite riposté avec des jets de gaz lacrymogène pour disperser la foule. Et c'est maintenant ce qui est en train de se passer tout doucement derrière moi, ici, place de la Nation. Merci Louis Milano-Dupont. La foule se disperse donc après quelques incidents. On n'a pas le temps de réagir, c'est dommage, puisqu'il y aura peut-être eu des choses à dire. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Restez avec nous. La météo à suivre et puis le journal de 13h.